Sophie, justement, est-ce que la culture ne peut pas aider à lutter contre ce nationalisme? Si, je pense que la culture est l'un des éléments de réponse. Mais juste pour rebondir par rapport à ça, je suis tout à fait d'accord avec le danger nationaliste. Simplement, je pense qu'il y a un lien entre cette perception d'absence, cette perception qui est fondée sur des éléments objectifs, comme je le disais tout à l'heure, d'absence de souveraineté réelle, que ce soit au niveau étatique ou au niveau européen, parce qu'en effet, il manque de la souveraineté au niveau européen aussi, et la montée du populisme et du nationalisme. Parce que quand on regarde ces courants, que ce soit en France, en Hongrie ou ailleurs, ils ont un discours, même s'ils n'utilisent, en France c'est très clair, puisque le discours souverainiste est vraiment intrinsèque à l'approche républicaine, le discours sur la souveraineté est très clair. Dans d'autres pays, c'est parfois moins clair, mais très souvent, le populisme vraiment prospère sur base de ce sentiment, comme je le disais, ancré dans les facteurs objectifs, qu'en tant que citoyen, on n'a plus de prise sur le réel. Et donc, autant voter pour des partis qui nous vendent une action immédiate et qui, en même temps, mélangent ça à un discours identitaire très fort, très nationaliste, mais qui très souvent a un front souverainiste, puisque historiquement, la souveraineté étatique a quand même été vraiment de façon inhérente liée à l'identité nationale. Et donc, il y a souvent un amalgame qui est fait entre les deux. Si on défend la nation, si on défend le nationalisme, on défend en même temps l'État, le pouvoir d'action sur le réel que l'État avait auparavant, mais qui n'a plus vraiment dans tout un tas de matières qui sont quand même fondamentales, la politique macroéconomique, une grande partie de la politique sociale et fiscale de façon indirecte, la régulation des flux migratoires, etc. Dans la plupart de ces domaines-là, les États ont perdu leur souveraineté sans que celle-ci ait été compensée par un regard de souveraineté au niveau européen. Et donc je crois qu'il y a un lien entre les deux, cette montée du nationalisme et du populisme et l'absence, la diminution de la souveraineté réelle au niveau national et au niveau européen. Alors sur la culture par rapport à ça, si je peux par rapport à ça, c'est que je crois que comme il ne faut pas idéaliser l'identité nationale de la souveraineté en soi, il ne faut pas idéaliser non plus la culture et les arts. Je respecte énormément la culture, le monde artistique. Je suis moi-même un petit peu une artiste sur certains plans, mais je ne pense pas que trop demander à la culture. La culture, voilà, je ne pense pas que ce soit la solution à tous les problèmes. Donc, si on retourne un petit peu dans l'histoire et qu'on regarde les périodes de crise, dans les périodes de crise, la culture a pu faire le pire comme le meilleur. Et la culture, en particulier quand elle est instrumentalisée au niveau politique et liée à de l'identitaire, ça peut être le pire. Et donc, je pense que la culture, disons aussi l'art au sens large, est particulièrement puissante et utile au progrès quand elle est le lieu de la liberté. Oui, moi je suis assez d'accord avec le tenu par Isabelle Durand, mais sur la question du financement, c'est évidemment fondamental d'arriver à financer la culture. Il y a quand même tous ces débats en Belgique sur la restriction du budget dans ce domaine-là. On les a ailleurs. L'Europe ne pourrait pas un peu compenser. Voilà, exactement. Mais je crois que c'est important aussi d'inscrire ce débat-là dans un débat plus large qui est celui du débat sur l'austérité. Il y a donc depuis déjà quelques années une politique d'austérité qui est très forte au niveau européen. Alors pourquoi est-ce que le fédéralisme européen est probablement la solution? C'est qu'il y a tout un tas d'études qui montrent que si on européanise, si on mutualise les politiques, donc si on évite les doublons, que ce soit dans la créer des économies énormes. Si on met fin à la concurrence fiscale et à la concurrence sociale, on crée des économies énormes. Donc il y a ces fameuses études sur le coût de la Nord-Europe qui montrent que ça permettrait de dégager plus de 900 milliards d'euros par an. Ça équivaut à 2000 € par habitant par an. C'est énorme. C'est beaucoup. Et donc là, on pourrait investir en voilà. partie dans la culture. Où est-ce qu'on investit cet argent si on arrivait évidemment à le dégager? Ça suppose d'abord déjà d'avoir ce qu'on renforce l'Union européenne dans ce sens-là, dans un sens qui permet de dégager des ressources. Et puis là, il y a des choix à faire. Et c'est vrai qu'ici, on se situe vraiment sur un plan de projet politique aussi. C'est pas du tout une évidence pour beaucoup de gens que le financement de ressources qu'on aurait réussi à dégager devrait aller à la culture. Je sais que pour la plupart des personnes qui sont ici, c'est probablement évident, mais c'est loin d'être évident. C'est quelque chose dont il faut arriver à convaincre aussi. Une question de priorité. C'est une question de priorité. Question politique, puisqu'on pourrait allouer ce budget à la recherche, par exemple. À la recherche, à l'éducation, aux droits sociaux aussi. Je pense qu'on ne devrait pas avoir à choisir. C'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup de ressources. C'est pour ça qu'on a besoin de mettre fin à la politique d'austérité, d'aller beaucoup plus vers une politique de relance et de dégager des ressources pour arriver à investir dans ce qui compte pour les citoyens, ce qui correspond à son intérêt à être libre, notamment à la culture, notamment, pas uniquement. Et sur la question d'une culture européenne, là je pense qu'on est tous assez d'accord sur l'idée qu'il faudrait, qu'à la fois il ne faut pas instrumentaliser la culture pour renforcer la légitimité du projet européen et qu'il ne faut pas non plus essayer de construire une identité européenne assez étroite sur base d'une culture européenne, comme le disait très bien Clément, ça n'a aucun sens puisque les artistes sont eux-mêmes déjà cosmopolites, sont divers et pluralistes dans leur travail, dans leur esprit, ça n'aurait aucun sens. Mais il y a toujours un danger quand on met une culture
culture et politique, à ce que les politiques voient la culture de cette façon-là et se disent, voilà, on a besoin de quelque chose pour relancer notre légitimité, pourquoi ne pas utiliser l'identité et pourquoi ne pas utiliser la culture comme justement aliment de cette identité. Donc je crois qu'il faut vraiment, dans justement l'allocation de ces budgets, si on arrive d'abord à dégager des ressources, où on les alloue, vraiment, c'est absolument fondamental de privilégier la diversité et le pluralisme. Donc de ne pas financer uniquement une culture bien précise, mais les différentes formes de culture, les différentes formes d'art, et pas uniquement celles qui sont labellisées selon un point de vue. Je suis évidemment tout à fait sensible à l'idée d'un mécénat et d'une capacité à développer le soutien autre à la culture. Sur la question de l'impôt affecté, le fait que vous vouliez mettre vos taxes plutôt à la culture, personnellement, mais là on dépasse un peu, enfin, on change de cadre. Moi je suis très favorable au financement, comme par le financement des cultes, qu'on ait aussi la possibilité de ne pas financer un culte, mais de financer la culture, et que chaque citoyen pourrait choisir de financer des actions culturelles plutôt que des religions reconnues. Voilà. Que des actions culturelles. Des actions, voilà, des actions cultuelles et des actions culturelles. Donc ce serait aussi, c'est quelque chose qui n'est pas très sensible en Belgique, parce qu'on n'a jamais réussi à faire avancer, c'est dommage. Et enfin, je pense que on a déjà le tax shelter qui existe pour un certain nombre pour le cinéma. On pourrait étendre le principe du tax shelter, même s'il faut être bien prudent aussi, parce que le tax shelter a parfois des effets pervers sur les bons petits producteurs par rapport. Mais bon, peu importe, il faut toujours baliser une proposition et la revoir quand elle est mise en œuvre. Mais le tax shelter pourrait s'appliquer à d'autres domaines que le cinéma. Et on pourrait d'ailleurs penser à un tax shelter européen, de manière à avoir une contribution européenne qui finance ce type d'activité culturelle européenne. Ce serait tout à fait précis. Voilà un projet concret. Sophie, plus étatique peut-être dans ce démarche. Non, mais simplement, c'est vrai que si on touche à la question du marché de l'art, en effet, je une grande question, dont je ne suis absolument pas spécialiste, mais je pense que... Tu as écrit là-dessus. Non, j'ai répondu à quelques interviews sur lesquelles moi j'ai une vision très, très critique de l'art contemporain et du marché de l'art. Pas non plus de l'art lui-même, mais plutôt... Pas pauvre luxe, j'espère. Non, absolument pas. Non, mais c'est vrai, j'avoue que ça. Mais sur le point de vue de la façon dont ça fonctionne, en fait, qu'est-ce qu'on considère comme étant de l'art et comme étant de la culture? Et je pense qu'il y a deux dérives. Il y a la dérive étatiste qu'on pointait tout à l'heure, qui n'est absolument pas à l'ordre du jour, mais qu'on a vu dans l'histoire à un certain moment, l'instrumentalisation de la culture par certaines idéologies, certains courants, qui est une grosse dérive. C'est pas luxe. Mais il y a aussi la dérive du marché, de penser que c'est le marché qui sanctionne, que c'est le marché le censeur, c'est le marché qui va nous dire ce qui est de qualité, ce qui vaut, parce que simplement parce que ça vaut quelque chose financièrement, ça vaut nécessairement aussi... Je peux répondre directement interpellé, parler très vite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mordre la main quand on finance qui me nourrit. Mais c'est juste à cause du fait que maintenant le marché de l'art est le seul qu'on doit en fait de ça diverger à notre système. Et ça, on peut faire dans des zones non-profit, dans des lieux comme le Beaux-Arts, comme Wills ici, et tous les autres lieux qui sont importants, qui ne sont pas nécessairement dans ce... Mais ça veut dire que ce marché-là doit en fait se diverger vers un autre système aussi, parce que ça ne va pas continuer comme ça. C'est impossible. Oui. Je suis d'accord avec vous qu'il y a des ressources là. Mais on doit convertir un petit peu de ce marché-là dans l'autre sens. Voilà. La question c'est comment. Comme l'argent d'Alpha, parce qu'il était aussi, que a dit, imaginez que tous les gens qui paient des taxes dans un pays peuvent choisir pourquoi ils vont payer du taxe. C'est une énergie directe sur le système qui est important et qui va une manière de diversifier toute une société. Oui, un tout petit point sur le mécénat. Je pense évidemment que là où il y a beaucoup de ressources... C'est logique que je dis, mais je veux dire... Voilà, c'est ça. En France, ça rapporte beaucoup d'argent à la culture. Mais oui, comme aux États-Unis aussi, le philanthropisme, le mécénat, mais il faut aussi bien voir que les pays dans lesquels ça fonctionne très bien, de manière générale, pas uniquement dans la culture, le philanthropisme et le mécénat sont des pays dans lesquels les systèmes sociaux et de redistribution sont aussi beaucoup plus faibles. C'est un peu comme s'il y avait un vase communicant. Et cette idée qu'on puisse se baser sur l'altruisme des nantis, que ce soit dans le culturel ou ailleurs, pour financer des projets, je pense que c'est
c'est une idée intéressante, mais qui a quand même ses limites, et justement qui frise par le... Je pense qu'on produit des choses artistiquement qui sont beaucoup plus intéressantes que quand on est vraiment imprégné de notre réel, et on l'est en général malgré soi quand on est un artiste, on a une sorte de, peut-être de médiateur, voilà, une éponge, on est sensible, on sent des choses et on les transmet à travers son art, et donc plus on s'imprègne du réel, et pas seulement du réel quotidien, humain quotidien, mais aussi du réel social et politique, plus notre art aura, enfin plus l'art en général, aura un sens, aura un impact. Donc c'est intéressant du point de vue de l'artiste, et c'est bien plus intéressant du point de vue de la société d'avoir l'énergie des artistes, d'avoir leur vision sur la défense de la culture, mais aussi sur d'autres choses. Il y a une responsabilité. Voilà. Moi, très brièvement, je voudrais juste terminer sur la question du financement, qu'on a beaucoup abordé, qui me semble absolument fondamental. Je crois qu'à côté de l'altruisme nécessaire, du mécénat, de la philanthropie qu'on peut encourager de mille et une façons, de la bonne volonté de tout un chacun à la mesure de ses moyens, je pense qu'à côté de tout ça, il faut aussi une politique, une vision très réaliste. Et dans l'optique de stand-up, je considère que pour générer des films, des ressources qui sont nécessaires au financement des droits, notamment le droit à la culture, une culture de qualité, une culture variée et pluraliste, on a besoin d'européaniser davantage tout un tas de politiques et de générer des financements à ce niveau-là. Je ne vais pas revenir sur mon argument tout à l'heure, mais donc l'argument fédéraliste de renforcer la souveraineté au niveau européen, de dégager des ressources au niveau européen, est extrêmement pertinent pour le monde de la culture et pour le monde des artistes. Et ce genre de projet n'adviendra que si on a une mobilisation de tous les acteurs, et aussi des acteurs du milieu culturel et des artistes eux-mêmes, parce que c'est dans leur intérêt en tant qu'acteurs culturels et qu'artistes, mais aussi parce que c'est dans leur intérêt en tant que citoyens. Donc je crois qu'ici, il y a vraiment un besoin de rassembler les différents milieux. Ici, on avait un petit exemple, voilà, milieu artistique, milieu politique, milieu société civile, académique, enfin, maintenant, Isabelle rentre entre les deux, mais je pense que c'est fondamental de travailler de cette façon-là, les synergies entre acteurs à un niveau beaucoup plus large. Voilà, donc une très belle conclusion, mobilisez-vous pour la culture. Merci.